Cette pièce, comme d'ailleurs souvent chez Strindberg, pose une question qui est la part de l'autre. Quelle est la part de l'autre? Est-ce que l'autre ne se définit pas par la hantise? Le roman d'André Breton-Nadja commence par « Qui je suis, c'est savoir qui me hante ». Il y a toute cette idée de la hantise des figures antérieures qui nous ont traversées, des hommes, des femmes. Je suis peuplé d'autres. D'autres au singulier et au pluriel, qui me traversent, qui me constituent. Et cette pièce est absolument une pièce sur la part de l'autre comme hantise, et sur cette question de la dette, de ce qu'on doit à autrui. Et c'est pour ça que la pièce s'appelle Créancier. C'est-à-dire qu'elle a une portée métaphysique, et qu'à partir de ce trio qui vous est proposé, une femme, deux hommes, c'est vraiment une réflexion essentielle et déchirante sur cette altérité qui est à la fois essentielle, qui nous fonde, qui nous définit, et qui en même temps nous tue, puisqu'on aboutit bien à la fin à un meurtre, et que ce trio se résout en duo. Donc, c'est sur cette question de l'autre que je voudrais qu'on réfléchisse un peu ensemble, et ces différentes dimensions. La première dimension, c'est évidemment l'autre hors de moi, c'est-à-dire la femme, donc le couple, l'autre sexe. D'accord ? Et il semble bien que cette pièce soit d'abord une fameuse scène de ménage ou scène de ménage, c'est-à-dire un homme et une femme qui traversent toutes les étapes de la relation, du dégoût à la révolte en passant par le désir. Donc vous avez cette espèce de spectre de la relation amoureuse qui se déploie, qui en plus embrasse également les différentes figures canoniques de la relation, c'est-à-dire la femme désirée, qui peut aller même jusqu'à la femme fantasmée comme la femme universelle qui couche avec tous les hommes, un fantasme lancinant dans la pièce, et puis au contraire la femme mère, mais d'enfants qui ont été oumis ou déposés ailleurs ou qui sont morts, donc une maternité très paradoxale chez Strindberg, et la femme mère également, parce que Coco, petit frère, on joue au papa, à la maman, donc vous avez ici, comme dans beaucoup d'œuvres géniales, toute une palette possible de relations, de modalités. On n'est absolument pas sur une forme figée, on est sur une dynamique perpétuellement tournante, ce qui fait que l'autre personne, l'autre sexe en particulier, c'est à la fois le lieu du désir, c'est ce qui m'appelle, c'est ce qui m'attire, c'est ce qui va faire qu'il y aura incomplétude qui sera complétée, c'est en même temps ce qui me sort de moi et ce qui me dérange. Et là, dans la pièce, perpétuellement, il y a cette question du cannibalisme, c'est-à-dire ce que tu lui dois, ce que je lui dois, elle t'a tout donné, elle t'a cannibalisé, c'est du vampirisme, etc. Et donc, la question qui se pose là, c'est dans quelle mesure cette relation à deux est à la fois fondatrice et dévorante, c'est-à-dire destructrice. D'accord ? Et qui doit quoi à l'autre ? En plus, c'est très compliqué chez Strindberg qui brouille les pistes, ça veut dire qu'il semblerait que Gustave, le premier mari, ait formé Thécla, qui ensuite a formé Adolphe, qui ensuite a dépassé Thécla et Thécla a dévoré Adolphe. Donc on est dans une espèce de cycle comme ça de dévoration sexuelle au sens générique du terme, ça veut dire qui passe d'ailleurs par la sexualité, puisqu'il y a beaucoup cette question dans la pièce, mais qui plus généralement est sur la question de l'altérité. Voilà. Donc cette question-là fait qu'on n'est pas seulement dans une scène de couple classique où on se déchire dans une cuisine pour savoir qui va garder les enfants, mais qu'on pose la question à un endroit beaucoup plus essentiel. Et notamment parce que l'autre, et l'autre femme en particulier, enfin l'autre sexe, c'est la part qu'on ne pourra jamais maîtriser. C'est-à-dire, c'est le lieu du doute. Et c'est le lieu du doute éternel. C'est « tu ne sauras pas ». C'est ce que dit Thécla à un moment. « Puisque c'est comme ça, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas si j'ai des amants. Tu ne sauras pas si tu es le père de l'enfant. » C'est la problématique de père que Scariti avait monté ici il y a quelques années. C'est le doute. Et ça rend l'homme absolument fou, le fait de ne pas pouvoir savoir. Et c'est d'ailleurs sur cette stratégie du doute inséminé que fonctionne Gustave, qui va semer tous les éléments du soupçon, et au point d'en rendre fou. Donc l'absence de certitude. Au bout d'un moment même, on en préfère savoir, ou plutôt, on en préfère se voir dire qu'on est trompé, plutôt que douter si l'autre nous trompe ou pas. On est plutôt soulagé de savoir que finalement, tous les soupçons qu'on projetait ont un fondement. Confère Proust à la recherche du temps perdu avec la jalousie comme moteur, etc. Donc voilà, donc l'autre, c'est ce lieu du doute, c'est ce lieu à la fois de l'appel du désir, c'est ce lieu du dérangement et de l'instabilité. Et donc, la guerre des sexes que nous présente Strindberg est une guerre essentielle. Ce n'est pas un épiphénomène, si vous voulez. Elle tient une différence de nature, et vraiment une différence de nature sociale, de position sociale. C'est évident, je ne vais pas creuser cette question, mais sur la question du statut de la femme, en particulier à cette époque-là, et la question de sa possible indépendance. Ça, c'est un premier volet. Deuxième volet, qui évidemment un degré supérieur que propose la pièce, c'est que cet autre
c'est également l'autre moi. Et en fait, c'est même l'autre en moi. C'est-à-dire que c'est non plus la question du couple, qui pose une différence générique, sexuelle, mais la question du double. Il y a un effet de gémellité, ça commence comme ça dans la pièce d'ailleurs, entre ces deux personnages, l'homme d'avant et l'homme d'aujourd'hui. Il y a une pièce de Shimon Phoenix qui s'appelle La femme d'avant, qui repose d'ailleurs un peu sur ce système un peu fantastique, puisque cet autre qui semble être là en face de moi et qui me parle, eh bien il se peut fort bien que ce soit une projection de mon esprit, et que ce soit moi-même qui me parle à moi-même et qui me dédouble, et que cet autre incarne une autre part de moi, une part qui peut être fantasmée, qui peut être dangereuse. Vous savez qu'il y a beaucoup de films qui reposent là-dessus. Je n'en citerai pas parce que si vous ne les avez pas vus, il ne faut surtout pas dire que ça, c'est le principe du film. Il y a pas mal de films qui reposent sur l'idée que vous croyez qu'il y a deux personnages et ils ne font qu'un. Et simplement, un des deux personnages est fou et il s'est constitué l'autre comme exutoire de sa folie. Et donc il place le meurtre sur l'autre, par exemple. Je vais vous donner une liste d'une demi-douzaine de films, mais je ne les donnerai pas. Voilà, parce que ça vous laissera la surprise. En tout cas, ça veut dire que cet autre en moi fait qu'il n'y a pas d'unité de la personnalité, qu'il y a une forme de division. Et je pense que c'est l'autre qui arrive justement, je vois à vos regards. Salut. Salut Christophe. Bonsoir. Nous parlons justement non, mais continue. de l'autre. Et donc, cet autre qui est projeté, c'est la part d'ombre, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'unité de la personnalité. C'est une des choses qui se déploie à ce moment-là dans les différentes théories, dont évidemment la psychanalyse. Le sujet n'est pas une pièce monolithique et qui serait absolument unitaire. Au contraire, il y a du conflit, il y a de la division, il y a du nombre en moi, il y a du plusieurs, il y a des strates. Et c'est en cela aussi que la scénographie représente au moins cette dualité-là, entre une partie qui est la partie émergée de l'iceberg, comme la partie consciente, et puis la partie beaucoup plus massive derrière, qui nous détermine et qui apparaît parfois comme l'inconscient, et qui est finalement le substrat de tous les fantasmes, de tous les dangers, de tout ce qui est à la fois de l'ordre du désir et de la hantise, et qui va pouvoir surgir et venir dans la petite pièce avant de la conscience, comme la pointe de l'iceberg. Donc, on a bien cette espèce de division du sujet qui fait qu'on peut douter si cet autre mari, ce mari antérieur, qui est veuf et qui enseigne une langue morte, n'est pas tout simplement un fantôme. C'est-à-dire qu'il serait soit la première hypothèse, c'est que c'est effectivement le mari d'avant. Deuxième hypothèse, c'est que c'est une projection de l'esprit, d'un esprit qui est un esprit malade, et qui, comme vous le savez, signifie systématiquement un état de division qui va vers la mort. Voir son double, c'est mourir, comme le dit Thécla à la fin de la pièce. Voir son double, c'est mourir. Et effectivement, si vous prenez la littérature fantastique, à chaque fois qu'un personnage a vu son double, ou il l'a vu, ou qu'il a eu une interaction avec son double, il aboutit à une situation intenable. Vous prenez par exemple la pièce qui s'appelle William Wilson, pas la pièce d'ailleurs, le conte, d'Edgar Poe. C'est un homme qui, toute sa vie, à chaque fois qu'il fait quelque chose, qu'il triche aux cartes, qu'il fait une mauvaise action, voit surgir quelqu'un qui lui ressemble absolument et qui interrompt son geste. Et à la fin, William Wilson transperce l'autre, et cet autre lui dit, qui lui ressemble absolument, dit « tu viens de tuer ta conscience ». Donc, ce dédoublement-là, c'est à la fois une garantie, mais c'est un danger. Si vous prenez par exemple une autre, parmi les nombreuses œuvres, en particulier du XIXe siècle d'ailleurs, qui parlent du double, vous prenez le poème de Musset, qui s'appelle La Nuit de décembre. La Nuit de décembre repose sur cette même idée, c'est que à chaque moment de sa vie, le poète est visité par quelqu'un qui lui ressemblait comme un frère. Je vis venir un homme en noir qui me ressemblait comme un frère, etc. Et quel est ton nom ? Eh bien, le nom, le dernier mot du poème, c'est « Ami, je suis la solitude ». Donc, ce double, en fait, qui surgit, qui n'est autre que moi en train de me parler, c'est aussi ce qui fait que je me sens à la fois divisé et seul. Et c'est finalement peut-être l'espèce d'inquiétude qui empêche la relation à l'autre qui n'est plus en moi, mais qui est hors de moi. Donc, voilà, cet autre, c'est ce qui rend fou, en fait. L'autre rend fou. Vous savez bien que c'était Sartre, l'enfer, c'est deux autres. Là, l'enfer, c'est cet autre, et cet autre qui, en plus, est dans une espèce de complicité masculine, misogyne, de regard absolument destructeur, et qui va construire la dégradation du personnage en lui disant « mais tu souffres d'épilepsie, tu es mourant », et en le disant, il le fait. C'est-à-dire que le personnage se dégrade à mesure que son double lui dit « tu es ceci, tu n'es plus rien, tu as tout détruit ». D'accord ? Donc c'est la terre brûlée qui s'opère et qui finalement est peut-être une forme de suicide. Et d'ailleurs le personnage dit à un moment « puisque je dois mourir ». Phrase étonnante. Oui, puisque je dois mourir, on va aller discuter avec Thécla.
Donc il y a cette espèce de tension, de pressentiment, de pulsion de mort, qui est qu'on aboutit à un état intenable de division du sujet. Donc cet autre qui est un autre en moi, et également, et c'est le troisième niveau, si vous voulez, l'autre qui est avant moi. Et l'autre qui est avant moi, celui qui vient d'avant, c'est toute la question, non plus du couple ou du double, mais de la dette. Donc c'est ce qui me précède, c'est ce qui me fonde, et c'est la question justement de la créance, qui revient dans la pièce de manière géniale, c'est-à-dire multiforme. Il n'y a pas une seule interprétation de cette question de la dette. La dette, c'est l'homme d'avant qui vient frapper à la porte en lui disant « rends-moi ma femme ». C'est ce que l'un a fait pour l'autre. D'accord ? C'est la question de la culpabilité antérieure. C'est également la question de la filiation et de la parenté. Il y a une ligne d'interprétation possible, c'est que ce trio, 2 hommes et une femme, c'est le père, la mère et le fils. On pourrait considérer que Adolphe est l'espèce de fils de Thecla, qui est plus vieille que lui, et avec cette espèce de rapport de différence d'âge, et puis l'homme d'avant qui est plus vieux. Donc, il pourrait y avoir aussi cette question-là du trio originel, d'accord, fantasmé avec tout ce qu'on connaît, etc. Mais il est certain que cette question de la dette, c'est que l'autre, c'est de toute façon ce qui pèse déjà des vies antérieures. Et c'est aussi pour l'homme, évidemment, le fantasme de l'homme d'avant, ça veut dire qui il y avait avant moi. Qui est-ce que tu aimais avant moi ? Le fait d'être propriétaire de l'autre au point de vouloir contrôler jusqu'à son passé. Eh bien, par exemple, il y a une nouvelle que je ne vous dise pas de bêtises. Je ne sais plus si c'est Hoffman. Je pense que c'est... Non, je crois que c'est Schnitzler. Je crois que c'est Schnitzler. Qui s'appelle Les 3 élixirs. Et cette nouvelle raconte qu'un homme est fou amoureux d'une femme et qu'il lui dit qu'est-ce que tu aimes ? Ah, écoute, à qui penses-tu ? Je ne peux pas te répondre. Et donc cet homme va voir un magicien, ça se passe à Venise, je crois, et lui dit voilà, je voudrais un filtre, un élixir pour que ma femme me dise la vérité. Très bien. Le magicien donne l'élixir, et donc, lorsqu'il demande à sa femme à qui penses-tu, la femme dit je pense à mon premier amant, que je regrette. L'homme devient fou. Il retourne voir le magicien et lui dit écoutez, c'est impossible, il faut qu'elle oublie son passé. Donnez-moi un élixir qui fasse qu'elle oublie tout, pour que je sois le premier et le seul. Le magicien lui donne l'élixir. Il retourne voir sa femme, il lui verse l'élixir. À quoi penses-tu, mon amour ? À rien. Je ne pense qu'à toi. Ils prennent un bateau, une gondole, et puis arrivés à l'hôtel, à quoi penses-tu ? Je pense au beau gondolier que je viens de voir et qui me regardait pendant que nous étions sur l'eau. Ça me devient fou, il dit non, mais non seulement je veux contrôler le passé, donc justement l'histoire antérieure, mais je veux pouvoir contrôler l'avenir. Là, le magicien lui dit attention, cette élixir-là, vous la garderez pour toujours, elle ne sera qu'à vous, il y aura un prix à payer. L'homme dit je veux qu'elle ne pense qu'à moi. Il n'y ait ni passé, qu'il n'y ait pas d'autre, que je ne sois pas dans ce rapport-là de créance. Et donc, il lui donne l'élixir, et la femme meurt. Donc, ça veut dire que, de toute façon, on est tributaire d'une histoire antérieure, de toutes les formes de déterminisme qu'on peut imaginer, la famille, le milieu, tout ce que vous voulez. Donc, et cette part-là qui n'est pas contrôlable, cette part-là qui pèse, cette part-là d'altérité et d'antériorité, qui peut s'appeler la filiation au niveau de l'échelle familiale, qui peut s'appeler, je ne sais pas ce que vous voulez, déterminisme sexuel, etc., ça fait qu'on est de toute façon travaillé par cette altérité-là, justement au point de pouvoir en être fou. Et c'est là qu'on parlait du fantôme, et on va terminer par ce point, c'est qu'il y a cette idée que soit c'est le mari d'avant, soit c'est une projection de l'esprit, deuxième hypothèse, l'homme s'est dédoublé. Troisième hypothèse, eh bien, c'est le fantôme du mari précédent qui vient accomplir une vengeance, comme dans les contes chinois. Vous savez, on ne fait plus la différence entre les morts et les vivants. L'histoire de vengeance de fantômes peuple toute la littérature, et littérature théâtrale aussi. Les fantômes apparaissent, prenez Hamlet, d'accord, prenez Macbeth, et ils viennent toujours demander quelque chose, ils viennent demander un dû. Et ils seront en peine tant qu'ils n'auront pas été satisfaits, vengés, réparés. Tant que le père d'Hamlet n'aura pas été vengé, tant que Banquo, etc. Donc, vous avez le fantôme qui vient réclamer, qui est dans cette espèce d'existence intermédiaire, qui en même temps est d'autant plus inquiétant qu'il a cette ironie, cet humour et cette espèce d'aisance. Et vous pouvez lire dans la pièce à de nombreuses reprises, ça a été une des interprétations d'ailleurs, que ce personnage-là, eh bien, il vient non pas seulement d'avant, mais il vient de l'autre monde, il vient de l'au-delà. C'est-à-dire, lorsque je tombe sur un magnétisme, ta présence m'a fait changer, tes regards me font peur, je suis veuf, j'enseigne est morte, il n'y a rien à dire sur moi, je n'ai pas de jeune femme. Prenez le texte et lisez. Et vous verrez
que vous pouvez interpréter, et c'est ça qui est génial, de très nombreuses répliques comme un double sens typiquement fantastique. Est-ce qu'il faut le prendre simplement comme une expression, ou est-ce que ça veut vraiment dire que cet homme-là est mort? Tu n'as pas de cœur, on a joué effectivement objectivement, et non pas simplement tu n'as pas de sentiment, etc. Et d'ailleurs, ce que dit lui-même Gustave, c'est les enfants d'une veuve ressemblent souvent au mari mort. Donc Strindberg vous le dit, cette espèce de présence étrange. Donc, cet autre, ou le fantasme, ou le fantôme, si vous voulez, ou la projection de l'esprit, c'est effectivement bien cette hantise, et toute la pièce est là-dessus, le couple étant l'un des effets de la manifestation. Et c'est pour ça qu'on est bien dans un esprit malade, et en plus un esprit qui est un artiste, donc un créateur, c'est-à-dire pour qui l'imaginaire est fondamental, donc faire attention regarde à ton imagination, donc fais attention à ton imagination, et en même temps c'est l'imagination qui constitue l'œuvre. Le tiers change tout. Le tiers, c'est le point de vue en surplomb sur la situation. C'est pour ça aussi qu'on peut être dans un dédoublement. Ça veut dire, je fais une chose et je me regarde en train de la faire. Et me regardant en train de la faire, je dénature la chose, évidemment. Puisqu'on ne peut... toute observation altère l'expérience, par principe. C'est une des questions des sociologues, c'est comment observer un fait social pur. Puisque dès que je suis là, les gens ne vont pas se comporter de la même manière. Et là, évidemment, le fait qu'il y ait tout le temps ce tiers-là et qu'on le sache, et que tout le monde le sait, rien ne peut plus être vécu dans cette innocence. C'est toute une réflexion sur le naturalisme. Qu'est-ce que c'est que rendre la vie réelle au théâtre? Et il y a clairement un passage chez Strindberg là, d'une esthétique qui se veut la description du réel au vitriol, avec une acuité scrutatrice, à, disons, une dimension plus fantasmagorique, plus fantastique. Il y a une évolution. Et la question sociale qui est ici présente, par exemple, Mademoiselle Julie, qui fait partie des enjeux du naturalisme, c'est qu'est-ce que c'est que une aristocrate qui s'entiche de son valet. Donc il y a à la fois la question sexuelle, la question sociale, disparaît dans Créancier, où on passe sur un plan beaucoup plus métaphysique en fait. Donc c'est une évolution qui après va mener aux grandes pièces symbolistes, le songe, la sonate des spectres. Donc là on est à un moment pivot, donc c'est intéressant de voir les deux écritures et comment très vite Strindberg abandonne un certain nombre d'enjeux qu'on pourrait appeler naturalistes, donc ça devient un réalisme poussé à l'extrême. Voilà, pour partir ailleurs. Et c'est pour ça qu'à mon sens, Créancier a tellement de force aussi, parce que ça nous met dans un état de flottement, d'espèce de jouissance cruelle, la cruauté comme Artaud pouvait le dire. D'ailleurs, Artaud avait mis en scène le songe, il pensait bien qu'on était dans un examen de la cruauté, au sens non pas simplement de faire mal, mais d'aller au plus profond de l'examen avec une forme impitoyable de regard. Et donc là, on est dans cette cruauté-là qui est à la fois jouissive. On les voit s'enfoncer, on voit cette espèce de chute, et on se demande jusqu'où ça va aller. Ça prend une dimension non seulement de folie, mais de fantasme. Et je crois que de voir cette espèce d'évolution de ce sens-là, c'est particulièrement parlant. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire sur cette pièce, pour donner quelques pistes déjà de discussion et de réflexion. Voilà, merci.